Au nom du laboratoire C3S, bienvenue. Le laboratoire est un laboratoire pluridisciplinaire dont la maison mère est ici, à l'UPFR Sport. Et il est vrai que dans nos travaux, nous privilégions tout ce qui se réfère aux jeunes. Nous avons travaillé sur l'engagement, sur la citoyenneté, sur le rapport aux valeurs, et puis également tout ce qui concerne le risque, la vulnérabilité. Et ça a débouché sur des colloques, des séminaires, des publications. Et très dernièrement, nous avons justement eu l'opportunité de publier les actes d'un colloque qui portait sur les jeunes par rapport au sport de rue et par rapport également à la signification qu'il convenait d'accorder à ce genre de manifestation. Et justement, lors de ce dernier colloque, nous avons eu le plaisir d'avoir Jean-François Hureau à mes côtés qui avait bien voulu participer, notamment sur l'expérience dont il parlera en partie de parcours. Et c'est la transition rêvée pour vous présenter en quelques mots Jean-François, qui est, on l'a dit, agrégé d'éducation physique et sportive, qui a longtemps enseigné dans le secondaire dans des collèges en zone d'éducation prioritaire. Et à cette occasion, il a bien sûr été en direct, en face à face, avec des élèves qui avaient un rapport parfois assez éloigné avec l'autorité et qui, vis-à-vis du risque, étaient en revanche très présents à bien des égards. C'est un psychologue également. Il a intégré depuis déjà de longues années l'UPFR Sport et ça lui a permis de théoriser et de préparer les futurs formateurs par rapport à la transmission des savoirs qui prennent en compte la dynamique identitaire des adolescents. Il a complété ses études dans le domaine des neurosciences avec des masters de recherche, en particulier en faculté à l'Université de Franche-Comté. Et il est l'un de ceux qui est parmi les meilleurs connaisseurs de ces jeunes et de leur dynamique identitaire. Mais maintenant, comme tout sportif d'un âge certain, la pratique de Jean-François se situe plutôt dans le rapport à un risque contrôlé, modéré, raisonnable, apportant des sensations, certes, tout en conservant le plus longtemps possible l'intégrité physique. Et c'est un adepte du VTT, du ski et du golf. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Jean-François, il connaît le timing, pour pouvoir donc nous entretenir avec vidéo à l'appui de cette adolescence et de cette prise de risque. À toi Jean-François et merci. Bonsoir à tous. Merci de me solliciter pour ce type d'entretien qui me permet de découvrir un amphi assez nombreux et des étudiants, donc je suis content de voir qu'il y a des jeunes ici, des anciens jeunes aussi dans l'Assemblée. Gilles évoquait un petit peu l'expérience que j'avais eue avec des jeunes en collège, en ZEP. C'est vrai que leur caractéristique, c'était d'être attachants, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se crée forcément, un lien qui devient forcément solide et important pour eux. Et c'est vrai que si pendant longtemps, j'avais l'impression que finalement j'étais un enseignant parmi d'autres, pour certains élèves, le rapport avec parfois un prof qui les considère d'une certaine manière peut faire évoluer la destinée de quelques-uns. Donc c'est un petit peu sur ces bases-là que j'ai essayé de reprendre ce travail avec la prise de risque, de théoriser comme il a été dit. C'est vrai que quand on théorise, c'est plus facile parce qu'on n'est pas en contact direct et puis on n'a pas à chaque fois à trouver des clés qui ne se trouvent que dans le vécu. Donc le risque, faire une présentation un petit peu rapide, voilà, c'est quelque chose qui, aux yeux d'un tiers, représente un danger objectif pour la santé. Donc on voit cette définition qui est une des caractéristiques de la paix sociale. L'objectif en société, c'est effectivement d'avoir des comportements prévisibles, de limiter les comportements inconsidérés le plus possible, sauf parfois à travers certaines finalités. Si on craint de rater son train, on va rouler un peu plus vite exceptionnellement, mais si on n'a pas de raison particulière, on va se situer effectivement en deçà des zones de péril. Donc on voit que cette notion de paix sociale implique une discipline,
un rapport à l'autorité, c'est tout le contraire de l'impulsivité, de l'irrationalité dans la vie que l'on souhaite la plupart du temps vivre. Alors l'adolescence, on va voir que dans la définition, on est assez éloigné de cette recherche de conformité. Tout le monde le sait, hein, il y a l'idée de passer à autre chose, à une nouvelle identité en particulier qui va intégrer la sexualité. C'est la question de la génitalité qui se pose pour les adolescents, et il n'y a que eux qui pourront apporter une réponse. Hein. C'est le premier moment de la vie où les parents ne seront pas nécessaires ou ne seront pas d'un secours toujours très important pour leur permettre de faire ce type de choix. Et on rappelait une des choses importantes, un des critères de fin de l'adolescence, c'est le moment où on trouve sa place dans la société, où on recrée une cellule familiale, en tout cas un équilibre affectif. Et on se rend compte que cette question de l'adolescence, cette question identitaire de l'adolescence, elle met du temps à se terminer, et souvent elle peut se reproduire plusieurs fois dans la vie lorsqu'on perd son travail ou lorsqu'on est en phase de changement, de rupture sentimentale. Voilà, c'est une question qui se repose, une question identitaire qui peut réintervenir. Alors l'adolescent, de Françoise Dolto évoquait le complexe du homard pour rappeler sa fragilité, sa sensibilité à cette dimension hypersensible durant cette phase de transformation. Où toutes les informations sont accentuées, les émotions, la sensibilité exacerbée, hein, tous ceux qui ont vécu ça comme parents fatiguent relativement l'entourage. Mais il y a quelque chose d'une caractéristique de l'adolescence qu'on oublie souvent, que Harry Potter essayait de rappeler, c'est comment rester vivant, comment garder la joie ou la force de l'enfance, même en étant adulte. C'est une recherche de l'adolescence. Balavoine chantait nous, ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. Et 30 ans, on n'a pas le temps d'attendre 30 ans. 30 ans, c'était déjà être très vieux quand on est jeune. Donc, il y avait cet impératif de vivre. Et pour les jeunes, effectivement, la vie de l'adulte, c'est quelque chose d'un peu routinier. C'est une vie aseptisée. Hein, quand on parlait de paix sociale, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément rêver un jeune. Donc la prise de risque, pour relier un peu les deux thématiques, hein, cette prise de risque, elle permet effectivement aux jeunes d'éprouver des sensations et surtout l'idée de se sentir vivant en particulier. Voilà, cette idée d'être vivant, d'exister pour soi, c'est un élément important, hein, dans cette quête identitaire temporaire. Alors dans les questions que je me poserai avec vous, qu'est-ce qui relève de la normalité dans la prise de risque ? Enfin, de la normalité dans un premier temps, de la nouveauté éventuellement. Est-ce qu'il y a des facteurs récents qui invitent à regarder cela différemment ? Est-ce qu'il y a des dimensions pathologiques au risque ? Question relativement importante. Et pour associer avec le travail qu'on avait fait la dernière fois, j'ai pris l'exemple du freerun. Je vous ferai une petite pour présenter une vidéo de cette activité. C'est les déplacements effectivement en ville. Vous avez certainement déjà dû croiser des jeunes qui tentent des figures, de grimper sur des murs, d'escalader ou de faire des saltos. Ce type de pratique qui est fait essentiellement par des jeunes, de quoi ça relève ? De la normalité, de la nouveauté, voire de la pathologie. Donc c'est une question qu'on peut se poser ensemble. Et une problématique un petit peu longue, hein, mais voilà, la question, c'est de dire un adolescent, lorsqu'il pratique le freerun, est-ce que c'est plutôt une expérience maturante pour lui ou c'est plutôt une forme de régression, voilà, l'envie de s'enfermer dans un monde en refusant la paix sociale des adultes, hein, qu'on avait évoqué avec le refus du risque. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose d'évolutif ou au contraire de régressif dans l'approche ? Alors le freerun ou le parcours, c'est-à-dire le nom français à l'origine, c'est français d'origine, ça s'appelait le parcours, c'était un mode de déplacement en milieu urbain, c'est l'art du déplacement. Les Anglais l'ont appelé sous le terme de freerun ou freerunning, et y ont introduit davantage d'esthétisme, de figures gymniques dans ce type d'activité. Donc on verra les deux. Quand c'est très gymnique, c'est plutôt du freerun.
six-pack of Magnum. I'm glad and I'll bag 'em, put a bitch in a sack and I bring her back and then I gotta go and leave a lash from the passion. Donc on voit que la question de la prise de risque se pose de manière assez crue. Là vous avez en anglais le nombre de plaques en titane, d'agrafes, voilà, de tous les éléments réparatoires que les urgentistes ont à faire, ce qui montre un petit peu l'importance de la question dans cette pratique. Elle peut servir de révélateur à la manière dont peut être vécue cette adolescence. Alors ce qui relève d'une forme de normalité dans la prise de risque, c'est première partie de cette réflexion. L'adolescence, effectivement, c'est l'âge des prises de risques excessives. J'ai repris quelques données de l'OMS de 2008, de l'INSEE, de la prévention routière. C'est complètement convergent dans le fait que la caractéristique de l'adolescence, c'est la seule phase de la jeunesse où les causes de mortalité sont d'origine externe. C'est-à-dire à partir de 14-18 ans, 18-24, à 69-70% des cas, voilà, lorsqu'il y a une mort, c'est dû à des causes externes, accidentelles. On verra beaucoup liées au comportement routier, mais des noyades, brûlures, etc. Donc ça, c'est une caractéristique forte. Et un chiffre qui est assez parlant, c'est que du point de vue routier, les 18-24 ans représentent 9% de la population, mais plus de 20,5% des tués sur les routes, des victimes. Donc on se rend compte qu'il y a un ratio qui est double dans cette logique-là. Dès 14-17 ans, ils sont impliqués surtout en tant que cyclomotoristes ou passagers de voiture dans ce type d'action. Donc on voit les accidents de la route sont un révélateur assez important. Alors 2 tiers en voiture, 1 tiers en moto. Et une caractéristique particulière des adolescents en général ou des jeunes conducteurs, c'est qu'il n'y a pas d'autres véhicules impliqués dans 40% des cas. C'est-à-dire qu'en général, c'est un accident qui se fait tout seul. Souvent, c'est en campagne et plutôt la nuit. J'ai eu l'occasion de travailler aux urgences psychiatriques de Majo une période. Et il y avait une demoiselle qui était une des 2 survivantes d'une voiture, une Audi qui s'était crashée à 180 à l'heure. Ils avaient fait un tout droit, ils avaient fini dans un mur. Donc le conducteur et puis un passager mort et puis immédiatement. Et puis 2 qui étaient multi-traumatisés, multi-fracturés. Voilà, c'est le type d'accident qui peut intervenir. Et dans beaucoup de cas, l'alcool est impliqué. Alors les raisons traditionnelles qui amènent, donc les raisons traditionnelles qui amènent les adolescents à prendre des risques, à se situer dans cette catégorie, j'en ai relevé trois grandes dans la littérature. Il y a les raisons d'origine neurologique. Et en particulier, tout le monde sait que l'adolescence, c'est une activation endocrinienne importante. Alors, de testostérone pour tout le monde, c'est x60 pour les garçons. Les demoiselles, c'est x40 pour l'œstrogène. Mais il y a un bombardement de testostérone qui favorise l'agressivité, le passage à l'acte plus rapidement. D'autant qu'une autre hormone, celle qui est davantage liée au sommeil ou à certains tempéraments parfois dépressifs, la sérotonine, est à des taux faibles. Donc c'est une dimension qui est importante. Il y a un deuxième aspect qui caractérise les adolescents, et ça c'est quelque chose dont on pourrait s'étonner éventuellement, c'est qu'il y a une forme de programmation génétique pour que la zone orbitale du cerveau, c'est celle qui est en avant, c'est celle qui est mûre en dernier, c'est la zone de la réflexion, de la sécurité. Et voilà, les adolescents n'ont pas une perception du risque et des dangers qui est celle des adultes, et c'est prévu comme ça par la nature. Alors pour une raison relativement ancestrale, c'est que l'objectif de la nature, en tout cas de cette maturation tardive, c'est de donner l'envie à l'adolescent de se faire voir ailleurs, d'aller découvrir l'inconnu,
À l'origine, c'était pour éviter la consanguinité et l'endogamie dans les tribus et d'aller trouver une compagne ailleurs. Donc, on a conservé cette chose-là. Un des avantages de l'adolescence, c'est effectivement que le jeune ait plus facilement envie de quitter le nid grâce à cette possibilité. Des causes psychologiques ensuite. L'origine, l'étymologie de risque, ça vient de rececare ou rececum. Dans les deux cas, c'est quelque chose de tranchant. Et en fait, la prise de risque à l'adolescence, c'est une deuxième et enfin une dernière chance que l'adolescent a de couper le lien protecteur avec ses parents. Hein, c'est une façon de dire, voilà, je deviens autonome. Je n'ai pas à me référer en permanence à des conseils, à fais ci, fais ça. Donc la prise de risque, c'est une façon de couper le cordon. Bon, des fois, avec l'usage des portables, on se demande s'il rend envie de couper le cordon. Mais en tout cas, c'est un processus symbolique de séparation qui est à la fois nécessaire. Hein, il faut que l'adolescent ait envie de faire son trou, sinon il n'y aurait que des tanguis à la maison. C'est en même temps relativement anxiogène. Et c'est aussi une façon de s'opposer à soi-même, de montrer ses compétences pour soi, de montrer qu'on a une certaine valeur, aussi de poser ses compétences aux autres, de montrer. Hein, il y a un processus identitaire de j'existe et je tiens à faire savoir que voilà, je peux faire des choses par moi-même. Au niveau sociologique aussi, hein, il y en a certainement qui ont vu La Fureur de vivre avec James Dean. Hein, c'est même dans l'actualité, on parle de rites de passage qui ont de plus en plus disparu dans la société. Avant, on avait le service militaire, on en reparle un petit peu avec les événements récents. Le dernier qui reste, c'est le baccalauréat avec voilà, une protection telle que je ne sais pas si ça a encore valeur autant de rituels. Certains psychiatres évoquaient souvent des fois les tentatives de suicide comme forme d'auto-ritualisation pour indiquer aux parents que l'enfant a grandi. Donc voilà des causes qui sont traditionnelles. Alors, pour évoquer un petit peu l'adolescence, je vous ai mis quelques images où les jeunes prennent des risques, testent leurs limites. Hein. Sur YouTube, il y en a de plus en plus. Donc là, on voit effectivement cette évasion. Chacun peut imaginer les risques qui interviennent dans ce type de situation. Et vous imaginez le sponsor qui a produit ces affiches, un Red Bull. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire la même chose, tu peux boire un coup quand même. Tu auras des sensations quasiment équivalentes. Donc voilà, il y a l'idéal adolescent qui est souvent récupéré par les marques pour que l'adolescent reste un consommateur. Il y a ce souci qui est fait en permanence. Voilà, cette relation entre l'idéal et le mercantile. Alors ce qui est nouveau. Alors, du point de vue neurologique, il y a des choses qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant depuis 15-20 ans. Et entre autres, c'est l'apparition plus précoce de l'adolescence. Donc, il y a des comportements, un rapport au danger, à la prise de risque qui se fait plus tôt. Il y a une hormone, la gonadolibérine, qui en général est inhibée par l'hypothalamus pendant assez longtemps. Et qui va contribuer à stimuler l'hypophyse et les ovaires ou les testicules du jeune homme pour qu'il soit en situation effectivement de rentrer dans l'adolescence. Et du fait d'une alimentation de plus en plus sucrée, salée, effectivement, le taux de graisse des jeunes, vous voyez sur les photos de classe, il y a 40 ans maintenant, avant le petit gros, c'était l'exception. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais c'est que les tissus adipeux augmentent chez les jeunes et ça contribue à favoriser l'entrée dans l'adolescence de manière plus précoce. Et un certain nombre de facteurs environnementaux, les pesticides, les plastiques, vous avez certainement entendu parler des phtalates, le maquillage des demoiselles qui se maquillent de plus en plus tôt avec des choses qui contribuent à imiter les fonctions endocriniennes, contribuent à cette entrée plus précoce dans l'adolescence. Donc ça, c'est un aspect qui est relativement nouveau et on se rend compte que l'alimentation est aussi un facteur, a une influence sur l'agressivité aussi et le passage à l'acte plus facile. Au niveau psychologique,
il y a le professeur Jamet qui est spécialiste, psychiatre et puis spécialiste des adolescents à Paris, rappelle que 85% des adolescents vont bien. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus imaginer que la relève est perdue. La plupart vont bien, mais le fait que beaucoup aillent bien, ça rend encore plus insupportable le fait que 15% se portent mal. Hein, les assistantes sociales dans les lycées ou les infirmières en sont témoins. Et surtout, l'expression de ces 15% est beaucoup plus visible à travers les scarifications, la délinquance, des comportements un peu extrêmes. Donc, il y a ce facteur qui a fortement évolué. Et une caractéristique qui est liée à la crise, entre autres, mais pas seulement, c'est qu'il y a une pression de plus en plus importante sur les adolescents, hein, sur leur réussite, mais qui se fait en parallèle aussi avec une réduction des contraintes familiales. Hein. Un adolescent est prêt à guerroyer une demi-heure pour ne pas faire quelque chose qui lui prendrait 30 secondes parfois. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport aux contraintes familiales qui a nettement réduit dans les familles, et ce qui fait que l'adolescent, du fait de ses moindres contraintes, est de moins en moins capable de supporter la frustration. Donc on voit ce qui fait que moindre capacité à supporter la frustration, des attentes supérieures au système. Le professeur Jamet rappelé qu'une manière de réduire l'anxiété, hein, c'est de jouer à se faire mal, parce que quand on joue à se faire mal, on est à peu près sûr d'être gagnant. Il y en a certains qui ont peut-être vu l'émission Jackass aux USA qui suggérait un certain nombre de comportements à risque. Il y avait le Morning Life aussi, il y avait des trucs assez potages qui existaient dans comment réussir à faire des choses assez pendables. Donc il y a des adolescents, réussir c'est difficile, hein, on est sans cesse en comparaison. On a une fonction d'enseignant ici. Le rôle d'un enseignant, c'est à chaque fois qu'un élève réussit, on le met en situation d'échouer potentiellement. Donc le rôle d'un enseignant, c'est de confronter l'élève à ses limites. Et il y en a qui, effectivement, supportent mal cette remise en cause permanente. Alors, dans les réussir à se faire mal, j'ai quelques statistiques sur les collégiens et l'ivresse. Hein. Il y a déjà 1/6 des collégiens qui ont déjà été ivres, 3/5 des lycéens. On arrive à 70% pour les élèves de terminale et un certain nombre de comportements de binge drinking, etc., ou de sollicitations sur Facebook ou sur certains étudiants m'expliqueraient mieux, ça mieux davantage, où on invite quelqu'un à se mettre minable par webcam interposée. Donc c'est des comportements qui existent pour être dans cette logique. Au niveau sociologique, des évolutions, mais qui sont faites sur une trentaine d'années, c'est l'augmentation du nombre de familles monoparentales du fait des divorces, de certaines mutations. Et alors qu'avant c'était moins de 10% de la population, là c'est au-delà de 20%. Il y a en particulier 2,4 millions d'enfants qui sont en famille monoparentale. Alors, la chose, c'est que les conséquences de cette évolution fait que l'adolescent est confronté à peu d'adultes référents dans son environnement proche. Avant, tous ceux qui ont une enfance dans un village avec n'importe qui pouvaient intervenir pour dire à un jeune qui n'était pas de sa famille, d'ailleurs un voisin, fais pas ci, ou lui donner des conseils, ou lui donner le holà dans certains cas. Là, un jeune est limité dans cette dimension-là, et s'il n'y a qu'un parent et avec qui on se prend en grippe, il ne reste plus grand monde pour transmettre le sens des réalités, et aussi pour expliquer ses frustrations, ses angoisses, pour avoir une écoute. Et ce qui joue en parallèle avec cet aspect-là, c'est qu'on est également dans une société qui valorise l'individualisme, le narcissisme, l'instantanéité, le virtuel avec les portables. Beaucoup de parents, quand on a affaire à un adolescent, une fois sur deux, il est sur son portable occupé à autre chose. Donc le lien, il est déjà mis en difficulté par la structure familiale. Ça peut être renforcé aussi par les nouvelles technologies. Et une chose que beaucoup ont vécu, beaucoup de jeunes en tout cas, c'est que trouver sa place, c'est un chemin de plus en plus long. Et une manière de définir les jeunes, ça pourrait être d'être un peu condamné à être libre, et la liberté c'est beau, mais c'est pas toujours avec des repères qui soient très solides. Winnicott rappelait cette phase de l'adolescence, il appelait ça le poteau noir. C'est une zone de dévente où on n'avance pas, on ne sait pas trop où on peut aller, et cette phase peut paraître longue pour certains.
Alors l'aspect psychopathologique, donc là, il sera relativement bref, c'est quand les bénéfices secondaires du risque sont dépassés, c'est-à-dire quand la recherche de sensations, d'ivresse en termes émotionnels, hein, davantage que d'ivresse alcoolisée, sont dépassés, que là, effectivement, il y a un risque physique pour l'individu. Alors certains jeunes en particulier, à un moment donné, ne se sentent vivants que dans le recours exclusif et répétitif au risque. Voilà, hors du risque, il n'y a pas de vie. Donc certains, alors parfois c'est un moteur, il y en a qui font des sports extrêmes grâce à ça, mais il y en a c'est plus basique, c'est la remontée d'autoroute à l'envers, c'est des situations un peu extrêmes où voilà, on est dans une autre logique. Comportement ordalique, on l'avait vu avec James Dean dans le fait d'être le dernier à qui sautera de la voiture. Alors maintenant, c'est remplacé par le dernier qui quitte les voies avant que le TGV arrive. Enfin, voilà, des jeux de prise de risque, il y en a certains, beaucoup qui existent. Il y en a qui ont connu dans les collèges, il y avait le jeu du foulard, hein, qui consiste à s'étrangler jusqu'au moment de l'évanouissement pour voilà, vivre quelques sensations fortes liées à la mort. Et certains cumulent effectivement les comportements, c'est aussi un facteur repérable de l'approche psychopathologique. Donc, après avoir débroussaillé un peu, montré les trois grands repères pour identifier ce qui est habituel, nouveau ou éventuellement les dérives pathologiques, on va s'interroger sur le free run. La pratique qu'on a vue tout à l'heure, ça rentre dans quelle pratique? Alors, est-ce que c'est normal? On se rend compte que c'est normal dans le sens où l'adolescent recherche le risque pour le risque, donc il n'y a pas de gain mercantile à part ceux qui sont sponsorisés. Et on a vu, il y a tout un tas de blessures corrélatives à la pratique, en tout cas les urgences témoignent de ça. Et l'image qui est renvoyée par les médias, c'est aussi effectivement une pratique relativement risquée. Alors, du point de vue sociologique, on est plutôt dans quelque chose d'assez normal. Le fait d'avoir des pratiques aussi intenses contribue aux jeunes à se défouler, à être dans le moment présent et lui permet de baisser le taux de tension caractéristique de l'adolescence. Donc, il y a une dimension défouloir certaine. Il réinvente par le fait une forme de rite de passage. Voilà, il y a un avant, après certaines figures qui fait qu'on est perçu comme de manière différente quand on a effectivement atteint certains paliers d'expertise. Et ce qui fait la normalité, c'est qu'il n'y a pas de fonction ordalique, c'est-à-dire que les traceurs, c'est le nom de ceux qui pratiquent ces activités, n'ont aucun objectif de se faire mal, de se faire souffrir. En général, c'est très progressif, avec une montée en gamme, et en général, les risques sont très limités. Donc, ils ne jouent absolument pas leur vie, et certains peuvent faire leur carrière sans fracture, parce qu'il y a vraiment une logique sécuritaire. Donc, on est plutôt dans quelque chose de relativement normal. Tellement normal d'ailleurs que le freerun, dans certains endroits, est assimilé au vandalisme, parce que ça peut empiéter sur des espaces privés, ça peut laisser des traces en particulier. Et je vous ai ramené une petite affichette de la ville de Strasbourg. Hein, c'était au musée d'art moderne de la communauté de Strasbourg, où pendant un temps, le parcours était interdit. Alors, j'ai un étudiant ce matin qui m'a dit qu'il y a eu un procès suite à ça et qu'ils ont retiré la plaque parce qu'effectivement, c'était considéré comme une activité urbaine et que l'interdiction n'avait pas force de loi. Mais on voit que c'est un combat quand même, cet aspect-là, cette reconnaissance de la dangerosité de l'activité. Alors, quoi de neuf dans le parcours? Je serais censé avoir une vidéo à ce moment-là, mais apparemment je ne l'ai pas. Non, elle a disparu. Alors, quoi de neuf? Alors, en termes de nouveautés, tant pis, vous n'aurez pas la vidéo de Buster Keaton, qui, dans les années 1900, 1920, 1930, réalisait un certain nombre de prouesses physiques déjà, où c'était un
un cascadeur, comment dire, sans filet, et il a expérimenté nombreuses formes de déplacement sous tous les aspects. Je vous en ferai une petite vidéo quand je passerai sur l'autre ordinateur par la suite. Ce qui est nouveau, c'est l'approche clanique, c'est-à-dire qu'avant les jeunes vivaient dans un clan qui était localisé à un quartier. Maintenant, on est sur des formes de clans virtuels où des réseaux se créent, des groupes se créent, mais sur des distances géographiques très larges, grâce à la vidéo, grâce à Internet, où certains demandent des avis à un autre qui est à 500 km de là. Parfois, ils se donnent rendez-vous pour bosser ensemble. Et donc, c'est une autre modalité d'apprentissage auquel les enseignants sont de plus en plus confrontés, c'est l'apprentissage horizontal. Apprentissage horizontal, c'est-à-dire que les informations ne sont pas transmises par un expert. Très souvent, quand il y a des nouvelles pratiques, c'est récupéré par des spécialistes. Là, la transmission se fait entre jeunes qui apprennent l'activité. Donc, une dimension clanique virtuelle, une recherche qui peut devenir réelle, une recherche esthétique importante sur les tenues, le physique, le look en particulier, qui sont des éléments importants. Et un terme qui n'existait pas avant, c'est la e-réputation. C'est-à-dire que sur le net, on a effectivement une image de marque à défendre, des figures à montrer, qu'on alimente régulièrement. On peut voir si les démonstrations entraînent l'adhésion ou la reconnaissance d'un certain nombre, on dirait des likes, de suiveurs de ces prestations. Dimension contestataire, dans le sens où le spécialiste de freerun n'est pas un consommateur. L'objectif, c'est pas d'aller c'est de vivre hors consommation, hors des circuits habituels, pour montrer qu'on est dans une pratique relativement libre. Et chose aussi qui est nouvelle et intéressante, voilà la vidéo que je cherchais, c'est que ça va permettre de nouveaux supports d'identification. Alors voilà, donc pour rappeler que c'était pas tout à fait nouveau. J'enchaîne, ça dure plus de temps que ça. J'avais fait une petite compilation plus synthétique. Donc voilà, c'est pour rappeler que ce type de référence existait avant, c'était retravaillé, ça a changé de mode d'expression, mais Douglas Fairbanks, Buster Keaton avait bossé ça. Au niveau pathologique, est-ce qu'on retrouve donc la nouveauté y en a? Est-ce qu'il y a du pathologique dans cette approche? En fait, pas du tout. C'est vraiment une des caractéristiques, c'est que c'est pas parce qu'ils sont jeunes que le cerveau s'y prête, que beaucoup de choses pourraient aller dans cette logique-là, d'addiction au risque et puis à la confrontation à la mort. Les traceurs sont des gens excessivement sérieux, pour qui il n'y a pas de hasard. Et en général, quand une blessure intervient, c'est qu'il y a eu un degré de préparation insuffisant. Donc on voit au contraire dans ce type de pratique une forme de sérieux appréciable. Et le vertige qui est recherché, c'est un vertige maîtrisé, loin de l'idée qu'on pourrait se faire de kamikazes en particulier, ou de jeunes qui font les choses sans filet. Leur filet, en fait, c'est leur maîtrise corporelle et leur préparation progressive à l'activité. La devise, c'est être et durer.
Donc on voit dans être, il y a le côté existentiel, la sensation d'être vivant, mais de vivre longtemps, hein, c'est pas vivre de manière éphémère. Voilà une référence, s'il y en a qui souhaitent, sur le risque calculé dans le défi sportif. Voilà, on est dans du risque calculé là. Alors, sur l'aspect identification, on avait dit que c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup de jeunes ont besoin de modèles d'identification, c'est pas des modèles théoriques, c'est des choses incarnées. Et le freerun, le parcours est intervenu dans les années 90 et il y a un film qui a récupéré tout de suite, ça c'est Yamakasi. Donc je vous mets un petit extrait pour montrer l'importance du regard des jeunes quand il y a des grands qui font du... Allez! Vas-y, viens, descends vite! Tous, t'as vu l'heure? Viens, je te dis, il va se faire les blés! Arrête! Je te jure, je les ai vus! Il va se faire les blés! Vas-y, viens! Attends 2 secondes, j'arrive. Oh, je sens que ça va être mortel. Sans l'étreinte de l'adversité, sans cette pesanteur, grimpe. Fais corps avec ton sang, active ton instinct, récupère ton essence, grimpe, active ton degré de conscience, grimpe. Allô, la police! Putain, j'y crois pas. Et après, dis-moi un coup, voilà, c'est tout! Mais ne crois pas! Mais tiens, c'est rouge! Ouvre-moi la tête! C'est la classe. Ah ouais, franchement, c'est mortel. Jusqu'au sommet. Vite fait, jusqu'au sommet. Et je ferai pas ça tous les jours quand même, hein. Donc on voit tout de suite voilà, l'élément de transgression. Alors il y en a qui se souviennent certainement, hein, dans les années 70, il y avait la mère Denis qui disait « je ferai pas ça tous les jours ». C'est un autre registre de sensations, l'effort gratuit pour le plaisir du lever de soleil. Donc il y a quelque chose, alors un petit peu militaire dans l'apparence. On voit que le look est d'importance, mais il y a cette symbolique de l'effort gratuit et surtout la proposition d'images d'identification pour des jeunes. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être atteignable. Et souvent, dans le rapport au risque, quel est le modèle d'identification qui est proposé ou que les jeunes choisissent? Il est mieux. Alors là, c'était pour montrer l'apprentissage horizontal. Le jeune qui veut s'initier peut trouver des modèles sur Internet où on propose des modes de déplacement simples. Je vous en montre quelques-uns. Now this a little doozy about my life, the movie. How my wife, she knew me, but not like the girls on tour. I make music, you see, this how it changed. But if you wasn't ready, I've been there. J'en ai pas trop avec de la musique classique, hein, des morceaux, des passages comme ça. C'est rap obligatoire. But you don't really want that. It's like magic. You can have it. 3 in one night, then they call it a hat trick. Well, I Wayne Gretzky, but way too sexy. If ice gets broken, then she gets naked. Damn, that's cold. Fine young tender with her mama at the show when she wasn't that old. Oh, somebody might have hit that, get that. Get back, Baby, we don't need that. Show me, show me what's happening. She wants me always.
restraining order on my ex-girlfriend. We had a fight, she pulled a knife. Donc vous avez compris le principe, hein, il y a des parcours sur des espaces simples, on donne des idées, vous avez vu, il n'y a pas de risque particulier dans ces propositions. Autre possibilité qui est accessible sur Internet, hein, les tutoriels. Maintenant, on a des tutoriels pour tout ce qu'on veut sur Internet. Une autre proposition, c'est comment faire un saut de chat pour celui qui n'est pas spécialiste. Donc, voilà, ce jeune s'improvise. Salut, moi c'est Anne et aujourd'hui c'est le tutoriel pour le saut de chat. Je vais vous expliquer comment le procéder. Vous arrivez avec un petit joint et vous essayez de passer vos mains le plus loin possible sur le fer. En l'occurrence, donc ça sera ici. N'essayez pas d'aller plus loin, vous y arriverez pas. Enfin si, vous y arriverez, mais vous ferez mal. Donc vous arrivez pieds joints, vous faites un petit bond. Et là pour passer vos jambes à travers vos bras, vous devez lever donc votre bassin. Si vous ne levez pas votre bassin, vos pieds vont toucher l'obstacle et là vous risquez de vous casser la figure. Donc on va y aller par étapes. Première étape, petit bond, sauter à loin, lever le bassin. Deuxième étape, la même chose, on va essayer d'aller un peu plus loin, passer les jambes plus loin. Là. Et troisième étape, là il faut vraiment tirer sur le mur pour passer. Voilà, c'était le tutoriel pour le saut de chat. Donc voilà un tutoriel. Il y a un atelier saut de chat qui vous est proposé à la sortie de l'amphi juste après la conférence. On peut avoir des approches un petit peu plus complexes, théorisées. Hein. C'est pour dire que voilà, en fonction de son niveau de pratique, ça va plus ou moins loin. Là, vous allez voir, c'est un saut autrement plus complexe qui est suggéré. Alors, je ne m'exprime pas en qualité de spécialiste en kinésiologie, biomécanique, ni même en physique. Mon souhait est de partager ce que j'ai appris des techniques de roulade. D'une part, grâce aux explications que j'ai reçues de Sébastien Foucan, indiquées par Seb en accord avec lui, ainsi que par ma propre expérience dans l'exécution des mécanismes de ce mouvement. Nous ne débuterons pas avec la roulade elle-même, mais avec le saut, le décollage qui la précède. Il est toujours préférable de pratiquer les roulades avec beaucoup d'élan, toujours dirigé vers l'avant. Je suis sérieux, comme dans le saut qu'on voit ici. C'est sans aucun doute plus effrayant que de faire un petit bond d'un mur, comme on peut le voir ici, mais les roulades après un saut vertical sont en réalité beaucoup plus complexes techniquement à effectuer. Jetons à présent un œil sur l'impact au sol. Selon Sébastien, il faudrait amorcer l'atterrissage penché vers l'avant, avec son poids placé déjà à ce moment légèrement devant ses pieds, de façon à littéralement plonger dans la roulade. Seb indique aussi qu'au moment de l'atterrissage, nous devrions être physiquement et mentalement tendus. Cela ne signifie pas dur comme de la roche non plus. Il y a effectivement plusieurs niveaux de rigidité, comme on peut d'ailleurs le constater ici. Étudions à présent le positionnement des pieds à l'atterrissage. Lorsque vous vous lancez dans des roulades qui suivent des sauts importants, vous devez impérativement atterrir avec vos pieds parallèles à la direction dans laquelle vous voyagez. Ceci pour éviter toute contorsion des genoux et des chevilles lors de l'impact. L'écartement de vos pieds devant être légèrement moins important que celui de vos épaules. Plutôt que d'utiliser naturellement vos articulations des chevilles et des genoux pour propulser votre dos par-dessus vos épaules et ainsi entrer dans la roulade, vous devriez plutôt appliquer une légère flexion au niveau des hanches. Voici où les choses se compliquent quelque peu. J'aimerais donc introduire deux concepts, dont le premier est celui que j'appellerai le reverse blocking et le second celui bien connu de recul. Le blocking est une technique utilisée en gymnastique pour convertir un élan horizontal en un élan vertical d'un seul et unique rebond, comme c'est le cas pour ce gymnaste ou pour cette balle changeant de trajectoire. La première phase de la roulade est similaire au blocking, à la différence qu'elle convertit un élan vertical et descendant en un élan horizontal, d'où l'appellation reverse blocking. La seconde notion est celle de recul. Vos jambes ne doivent pas se plier, vous laissez vous écraser dans la roulade, mais réagir, offrant un recul contre le sol par une contraction de vos muscles jambiers, vous propulsant ainsi en avant dans la roulade tel un ressort. Si vous vous doutez encore pour l'effet ressort, observez les roulades de David et de Seb. Ils rebondissent puis plongent littéralement dans les roulades. Bien entendu, si vous rebondissez vers le haut, la dispersion sera moindre. Mais si vous vous propulsez de manière à longer le sol, le mouvement sera en réalité très efficace. C'est pourquoi il faut placer le poids de son corps légèrement vers l'avant au moment de l'atterrissage. Concernant le positionnement des mains, deux techniques sont communément utilisées par les traceurs et très efficaces. Premièrement, en allant placer une main sous l'aisselle opposée, la paume vers le haut. La seconde implique de placer ses deux mains, paume contre le sol, désaxées. Bien souvent, les traceurs placent leurs mains trop près de leurs pieds, avec pour conséquence.
Voilà, j'interromps le document parce que voilà, je pense que vous n'allez pas vous mettre à faire ce type de saut mais en tout cas, ça vous donne une idée assez précise des informations dont peut bénéficier un jeune qui souhaite progresser dans l'activité. Voilà, il y a tout un tas de connaissances, de précautions qui sont données. C'est pas effectivement ce qui était évoqué, de l'impulsivité, de l'irrationalité quand on va dans cette logique-là. Alors, je voulais vous terminer par deux petites séquences. Une, c'est l'influence du parcours de ces pratiques jeunes sur le cinéma. Pour ceux qui ont vu Casino Royale, on va voir James Bond qui poursuit. Alors, c'est le spécialiste anglais du free run qui est intervenu comme conseiller et puis comme acteur dans ce scénario. On va le voir appliquer des figures qui viennent d'être détaillées dans le document. James Bond, on voit qu'en général, quand il peut éviter la technique, il ne s'en prive pas.
suite fait partie du film, mais disons que j'espère que vous avez tous vu le saut de chat du premier. Voilà, vous avez retrouvé des figures. Donc, un peu pour conclure, voilà, rappeler que cette pratique, effectivement, relève davantage d'une forme d'excellence. Ça rappelle un peu la pratique des stoïciens dans le fait de se contrôler, d'être plutôt dans la maîtrise de soi que dans l'exaltation. Donc, voilà, plutôt de l'admiration et puis un rapport au risque qui est très maîtrisé. Et pour terminer, c'est pas parce qu'il y a une maîtrise du risque que ça se fait forcément sans danger. Voilà une petite compilation de ce qu'il vaut mieux éviter de faire. I'm rolling. Shit. Jesus Christ. I'm doing it. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, snap. ¿Está bien? Security, hey! Let's pass it. Yes! Oh, shit! Oh, shit! Come on, Jared! Ooh, that sucks. Holy From the ball. You alright? Buena, buena. Shit. Shit. You alright? Yeah. Good luck, you. Ouch. Oh shit! What the fuck? Hijo.
voudrais. Voilà, les derniers, on l'avait vu, donc voilà, il y a cet apprentissage, on voit qu'il y a beaucoup de rire, le danger existe, hein, et puis c'est une confrontation parfois limite. Tous ceux qui ont fait du patinage, enfin qui sont là à la patinoire, savent qu'on peut se faire très mal en faisant pas grand-chose. Pour avoir vu des fois des spécialistes, ils savent à certains niveaux, on sait tomber quand on est sur des choses progressives. Donc voilà un hommage à ces jeunes qui rentrent dans cette logique-là, hein, qui relèvent d'une maîtrise, et puis qui fait rêver aussi, qui relèvent d'une maîtrise de soi tout à fait impressionnante. En tout cas, merci de votre attention, et puis d'avoir pu voir que le risque a plein de connotations pendant la jeunesse, et il y a des risques qui sont beaux à prendre. Je vous remercie. Le temps que Michel Vautreau arrive, deux petites choses. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion d'être à côté de lui. Lui, il ne s'en souvient pas de la première fois. La première fois, j'étais chez un kiné, puis je vois Michel Vautreau qui était là. Alors, il va me confirmer parce que je lui dis, mais je ne suis pas originaire de Franche-Comté. Je lui dis, vous n'êtes pas Michel Vautreau? Il m'a dit, non, non, je suis mon frère. Donc je vais savoir ce soir s'il a vraiment un frère. Et la deuxième chose, il a dit tout à l'heure en tant qu'enseignant l'importance de l'arbitrage. Et quand j'étais en ZEP, si on n'était pas un pédagogue ou un didacticien fabuleux, les élèves ne s'en rendaient pas compte tout de suite. Par contre, si on arbitrait un match de basket, de hand ou de foot en laissant un sentiment d'injustice, là on passait vraiment pour un mauvais prof. Donc la fonction de l'arbitre, elle est d'importance. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de présenter Michel Vautreau. Alors, je ne sais pas déjà si je dois le présenter parce qu'on ne présente pas Michel Vautreau. Excusez-moi, je voudrais quand même dire un grand merci à la cellule vidéo de l'Université de Franche-Comté, de l'UPFR des sports, hein, parce qu'ils retransmettent en streaming en ce moment donc, cette conférence donc, sur Internet pour ceux qui ne sont pas là. Donc, un grand merci. Donc, en fait, merci beaucoup, hein, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donc présenter Michel. Alors, ce qui caractérise en quelque sorte Michel Vautreau, c'est en fait sa double vie. Il a une vie très médiatique, hein, que tout le monde connaît, celle de l'arbitrage, mais en fait, il a une vie beaucoup moins connue qui est celle de l'éducation nationale. Effectivement, Michel, avant de devenir le meilleur arbitre de France, hein, eh bien, il débute sa carrière comme enseignant dans la ville de Rouget-de-Lille, Lons-le-Saunier, au lycée d'enseignement professionnel Montciel de 1969 à 1979. Alors, en parallèle de son rôle d'éducateur et de pédagogue, eh bien, il va commencer dès août 1963 une nouvelle activité, celle de l'arbitrage. Alors, très rapidement, Michel va évoluer dans les différents échelons du championnat de France pour devenir pré-international en mai 1974 et enfin l'année suivante, international FIFA. Alors, sur le plan professionnel, il obtient en 1979 un détachement au service académique de l'apprentissage au rectorat de Besançon, puis en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale. En 1982, Michel obtient sa première sélection en Coupe du Monde. Il arbitre 2 matchs, Italie-Pologne et Belgique-URSS. Mais je crois ce qu'il faut retenir, à mon sens, quelque chose qui est, à mon sens, assez méconnu, c'est qu'en fait, tu vas être le 4e arbitre, l'arbitre remplaçant de la grande finale Italie-Allemagne. En 1990, il connaît une nouvelle fois le privilège de participer à une Coupe du Monde en Italie. 3 matchs lui sont confiés, dont la demi-finale Italie-Argentine. Alors, au-delà des 5 Coupes du Monde, tu as arbitré plus d'une 50aine de Coupes d'Europe et environ 500 matchs de Ligue 1 et de Coupe de France. Alors, bien avant d'arrêter l'arbitrage, Michel connaît la consécration, élu, comme a dit M. Roy, 2 fois meilleur arbitre du monde en 2018 et 2019. Et durant 10 ans, de 1979 à 1989, France Football te classe arbitre numéro 1 français. En 1991, le président de la Fédération française de foot, M. Simonet, va confier à Michel la présidence de la Commission nationale des arbitres.
Et Michel, tu vas créer la direction technique nationale de l'arbitrage. Le but étant de professionnaliser l'encadrement et d'augmenter la rigueur et le sérieux de l'organisation et la gestion de l'arbitrage en France. Actuellement, Michel a gardé 2 missions internationales. Depuis 1991, il est délégué observateur de l'UEFA et de la FIFA. Et depuis 2009, il est conseiller en arbitrage pour la Jordanie. Meilleur arbitre de France, de l'histoire française du football, pédagogue, éducateur, mais surtout homme libre. Michel a pris tout au long de sa carrière à haut niveau des initiatives, des décisions qui ont conduit de toute évidence à une prise de risque, à mon sens. Alors nous aimerions bien ce soir connaître ta vision, ta réflexion et recevoir en quelque sorte ton témoignage, bien évidemment sur ton vécu, ton expérience, mais également en tant que pédagogue et éducateur sur la prise de risque chez l'adolescent. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, merci. Non, attendez. On va aller se coucher, il a tout dit. Donc, j'aime pas trop être assis. Je courais pas vite quand j'étais arbitre. J'aime pas trop. Il n'y a peut-être pas besoin des micros. J'aime bien être libre de mes mains. Puis j'ai une grosse voix. Il y en a qui disent que c'est une grande gueule, ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Donc, tout à l'heure, grâce à notre collègue, on a vu le saut du chat. On va voir maintenant le vol du corbeau. Parce que les jeunes ne savent pas pourquoi les arbitres, on les appelait les corbeaux, parce qu'on était habillés en noir avant. Donc le surnom était le corbeau. Alors ce qu'il y a de bien dans ce genre de soirée, c'est qu'il y a la partie intellectuelle qu'on vient d'achever, et il y a l'autre partie non intellectuelle dont je fais partie. C'est pas facile parce qu'il y a un public qui est mélangé, des jeunes, très jeunes, des anciens, des moins anciens. Donc c'est difficile d'avoir un discours qui s'adapte à tout le monde. Alors c'est pourquoi je viens, j'ai rien préparé, j'ai rien. Je prends jamais de notes. Et puis après, une fois que j'ai fini, je dis merde, j'ai oublié de leur dire ça, ça aurait pu intéresser. D'abord, je voudrais m'excuser auprès des jeunes étudiants et étudiantes. Vous savez, les vieux, on a parfois des pensées, on croit qu'on connaît tout. Et je disais tout à l'heure devant la presse, ce qui me fait un peu peur pour ce soir, parce que j'étais venu à un week-end qui avait été excessivement intéressant, organisé par Gilles et ses amis, avec des gens qui venaient de la France entière, des arbitres de toutes les disciplines, qui sont venus apporter leur témoignage, débattre, et j'étais parti très triste pour les gens qui étaient venus de la France entière, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'étudiants dans l'amphithéâtre. Et je m'étais dit, ces jeunes qui rêvent d'être profs de sport, ça fait rêver tout le monde, et je m'étais dit, c'est quand même dommage. Il y a des adultes ici, des responsables, qui organisent quelque chose qui était tout à fait exceptionnel, et entre les vieux cons comme moi et 2-3 anciens, et puis les profs qui étaient ici présents, il y avait très peu d'étudiants. Et ça m'avait marqué beaucoup. Et je disais tout à l'heure, j'espère que ce soir, les étudiants seront là. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont venus par politesse, par correction, parce qu'ils ont été invités, et qui ne vont rien apprendre. Par contre, ceux qui veulent apprendre, puisque c'est réservé, on a parlé aux adolescents, donc les jeunes qui veulent être profs de sport. J'en profite pour dire, moi, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Et je ne plaisante pas. Vous verrez pourquoi après. Par rapport à ce qu'on a entendu, jamais pratiqué de sport de ma vie. Et donc, on rêve d'être prof de sport. Tous les jeunes que je côtoie veulent être profs de sport. Mais ils ne se rendent pas compte de la difficulté pour arriver. Le sport fait rêver, taper dans la baballe, courir, être à l'air, etc. Par rapport à un prof d'anglais, de physique, de chimie, etc. Hop, le sport, c'est facile. Être prof de sport, je peux vous le dire, c'est certainement être le plus difficile pour devenir enseignant. Le plus difficile. Et je disais tout à l'heure, ce qui me choque, c'est que nos jeunes
quand on leur dit on va parler d'une thématique qui peut intéresser leur devenir professionnel, ils ne viennent pas. Alors là, vous m'avez infligé un joli démenti, j'en suis très heureux. Il fait bon savoir reconnaître ses torts. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu toutes ces jeunes têtes derrière, parce que rien n'a changé, hein, on dit que le monde évolue, je m'aperçois qu'on est toujours derrière et que devant, il n'y a personne. Hein. C'était déjà comme ça de mon temps. Donc, et pourtant, les profs n'avaient pas plus mauvaise haleine que maintenant. Donc, c'est toujours ça me choquait. Et je donnais l'exemple tout à l'heure parce qu'un vieux, quand Eric m'a appelé, il me dit, honnêtement, je m'en veux un petit peu, j'ai pas fait trop attention. Mon ami Eric Monin m'appelle, il me dit, il faut que tu nous trouves une date pour qu'on puisse être en concordance avec le collègue qui intervient. Et est-ce que tu seras présent? Et moi, il me dit, il faut que tu parles de ta carrière. Bon, j'ai dit, bon, carrière, il n'y a pas de problème, normalement. Moi, j'ai cru que j'intervenais à la maison de retraite de Bellevaux ou d'Havannes. Et puis, ce qui est bien, me dit qu'il fasse encore appel aux anciens, c'est bien avant qu'Alzheimer me frappe. Je peux encore raconter quelques souvenirs. Et puis j'ai réalisé après que c'était adolescent. L'adolescent et la prise de risque. Non, d'une pipe. Moi j'ai été adolescent, mais je ne m'en rappelle plus, c'est tellement lointain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter aux jeunes? C'est quoi? L'arbitrage. L'arbitrage. Oh! Alors je parle d'arbitrage parce que c'est le foot, moi. Mais c'est pareil pour les... Je vois mon ami Jacques Rouperin, qui le judo, donc qui lui-même, ils ont des arbitres. Ce qu'il y a de plus de mieux dans ce genre de sport de combat, entre guillemets, c'est qu'il y a le respect de l'arbitre. Ils se font entuber, mais après, vous les voyez qui s'inclinent devant l'arbitre. Alors qu'au football, un arbitre siffle. Même un aveugle aurait vu, il est entouré, il est contesté, il est discuté. L'adolescent, j'ai donc été adolescent et c'est pourquoi ça me fait plaisir d'en parler. Je vous disais que j'ai jamais joué au foot. J'ai raté 2 années de scolarité par la faute de la maladie. Les mauvaises langues disaient que ça se voyait d'ailleurs. Je n'ai pas de fond scientifique, littéraire. Quand on rate 2 années à l'école primaire, c'est très dur de se rattraper. J'ai redoublé. J'ai quand même eu le BTS, ne le répétez pas, c'était en 68, donc on me l'a donné, je redoublais, et donc il n'y a pas eu d'examen, on me l'a donné. Ensuite, je me suis retrouvé prof par erreur. C'était pas mal, parce qu'en 68, à l'école normale d'apprentissage, j'étais dans l'enseignement technique, je me suis retrouvé à Villeurbanne, on me disait, oh là là, ça va être dur. On n'a rien fait, parce que les syndicats avaient dit que tant que les textes n'étaient pas adoptés, il ne fallait pas rendre de boulot. Voilà comment j'ai été formé pour aller enseigner. Et j'ai fini inspecteur, quelle honte, de l'éducation nationale. Et je n'avais aucun diplôme pour l'être. J'ai tout simplement bénéficié qu'à ce moment-là, j'étais détaché au rectorat parce que j'étais prof normalement, je suis revenu de Lons pour aller à Besançon au lycée de Planoise, et puis cette brave directrice, de charmante femme s'il en était, a eu peur, parce qu'on lui a dit « Ah, tu vas voir l'arbitre, il n'est jamais là ». Donc elle est allée demander au rectorat pour qu'on détache quelqu'un à ma place, quand j'étais absent. On lui a répondu « Madame, c'est impossible, ça ne se passe pas comme ça ». Et avant la rentrée, on est venu frapper à ma porte et on m'a dit « On est en train de créer le service apprentissage à l'Académie de Besançon. Est-ce que ça nous arrangerait bien que vous acceptiez pour venir dans le bureau, pour vous occuper de la partie administrative et comptable ?» C'était novateur au niveau national. Et moi, j'ai dit non. Ma vie, c'est d'être avec des élèves. Qu'est-ce que je vais aller faire en vieux crouton dans un bureau? Et je dis non. Après, on m'a dit, écoutez, vous ne pourrez plus continuer votre carrière d'arbitre que quand vous serez libre. Donc ça veut dire que c'était impossible. Et là, j'avais appelé, je me rappelle, il y en a beaucoup ici qui se souviennent, le recteur Magnin. Et notre recteur, qui est encore, j'échange encore mes vœux avec lui, il est toujours de ce monde, il était recteur à Strasbourg, mais il m'a dit, mais mon pauvre, tu ne connais pas, va vite dans un bureau, tu verras, tu feras ce que tu veux. Donc je lui donne un peu cette orientation.
Et après, donc, j'étais simplement chargé de mission, chargé de fonction, je ne sais plus comment on appelait, détaché. Et le patron m'appelle, il me dit, vous allez arbitrer longtemps encore? Bah, je lui dis, ça marche à peu près bien, j'aimerais bien. Et il me dit, je dis, pourquoi? Parce que je vais vous proposer pour être inspecteur. Parce qu'ils recrutent, et comme c'est le point de départ, on va prendre des gens comme vous. J'ai donné votre nom, vous n'avez pas tous les diplômes, mais c'est pris sur liste pour devenir inspecteur. Mais je dis, je ne veux pas, je veux continuer d'arbitrer. Eh bien, il m'a dit au revoir, je lui ai dit au revoir, mais il me dit, on va plus se voir. Et je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, il faut bien que j'en prenne un autre à votre place, donc vous repartez prof. Donc j'ai dit, vous êtes le plus fort. Je suis parti inspecteur, puis j'ai continué d'arbitrer. Donc voilà la prise du risque. J'en ai pas pris beaucoup. Alors ne le répétez pas dans un amphithéâtre, avec des enseignants de haut niveau. Parlons un peu de l'orientation, le risque. Je vous ai dit, j'ai raté 2 années de scolarité. Mes parents étaient séparés. C'est mes grands-parents du côté d'Antorp-Saint-Vite qui m'ont élevé. Et j'étais dans le lit sans bouger, une fois 6 mois, une fois 8 mois. Donc, raté l'école. Quand il a fallu venir au bahut, je suis arrivé au lycée Victor Hugo. Je ne vous dis pas le niveau. Donc, je ne faisais pas grand-chose. Les fameuses prises de risque, quand on vous interdit de quelque chose. Je n'ai jamais fait de sport. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais dispensé de sport, mais dès que ça sonnait, je courais sur le terrain de basket avec les petites balles jaunes de tennis et on jouait. Et un coup, je me suis fracturé le tibia. Le péroné, pardon. Ma mère dit, mais comment il a fait? Je suis tombé dans les escaliers, un couillon m'a poussé. Et elle m'emmenait toujours voir un toubib en disant, il a une déformation au pied. C'est à force de taper dans la petite balle jaune, je me retrouvais les godasses tout usées. Alors on me mettait des semelles, etc. Je savais ce que c'était, mais je ne pouvais pas le dire. Alors l'orientation, les jeunes, après je ne dirai plus de mauvaises choses sur l'éducation nationale. Il fallait encore redoubler à Victor Hugo. Ma 4e, je ne sais plus quoi, il fallait redoubler. Donc je ne faisais pas grand-chose, je le reconnais volontiers. Et pourquoi? Parce qu'en allemand, je ne faisais rien. Ils ne comprenaient rien, je ne faisais pas un effort. Je ne vous parle pas de la musique. Avec ma grosse voix, j'ai toujours eu la musique déformée parce que ce brave professeur, M. Marc, me mettait à la porte et ça a déformé mon oreille musicale parce qu'avec ma grosse voix, je faisais le singe en chantant. Et puis l'allemand, à l'époque, c'était pas aussi mal que ça quand j'entends tout le monde qui nous dit il faut faire ceci, il ne faut pas redoubler. À l'époque, quand on n'était pas très bon dans une matière, on vous donnait les vacances pour la travailler et vous aviez un examen. Il ne fallait pas être mauvais dans toutes les matières, mais dans 1 ou 2 matières. Et si on réussissait, on ne redoublait pas. L'allemand, tu parles de ce que j'ai fait pendant les vacances, donc j'ai échoué. Il fallait redoubler. Et j'ai refusé. J'ai dit, stop. Ma mère dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon grand bonnet? Alors l'orientation, elle est fabuleuse, parce que ma frangine avait été dans le commercial au lycée Lumière. Ma mère est arrivée pour voir Madame Risset, la directrice de l'époque, nos anciens s'en rappellent peut-être, et on lui dit, elle dit, je voudrais voir Madame la directrice. Mais Madame, demain c'est la rentrée, elle a d'autres chats fouettés que de vous recevoir. Et ma mère était démontée. Au même moment, la porte s'ouvre, Madame Risset, les cheveux un petit peu hérissés, qui vient et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais c'est mon grand dadais qui veut rien faire et tout. Oh, mais il n'y a pas de place. Venez demain, et puis, si on a un désistement, on le prendra. Et je me vois encore arriver à 11h, le matin, à je ne sais plus quelle heure, 8h, 11h, une pionne est venue me chercher, et je me suis retrouvé en comptabilité. Ils auraient fait de la cuisine, il y aurait eu une place en mécanique, il y aurait eu une place. Aujourd'hui, je serais pâtissier ou cuisinier. Donc l'orientation, j'espère qu'il n'y a pas des gens du rectorat trop présents ici, parce qu'on va m'en vouloir. Ce n'est pas l'exemple. Il va dire, mais le vieux, il va quand même sortir ou pas? Ce qu'il a à dire. L'arbitrage, eh bien, vous êtes tous des arbitres, sans exception, tous, ici présents. Vous êtes arbitre dans votre vie de tous les jours. Vous êtes arbitre
quand vous prenez une décision. Prise de risque. Et vous commencez à être arbitre quand vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune. Tout à l'heure, notre ami a donné des exemples. Prise de risque. Ce n'est pas les parents qui les envoient les faire les guignols à sauter par-dessus au risque de se blesser. C'est le jeune qui y va. Donc la prise de risque, l'arbitrage, c'est en permanence. Tous, jeunes, moins jeunes, vous êtes des arbitres. Bienvenue au club. C'est-à-dire que un père de famille qui dit non à son fils ou à sa fille, il arbitre. Il arbitre. Après, le prof, il est arbitre. À chaque fois, il faut prendre une décision. Ce qui est regrettable, c'est le côté humain. On est en train de parler de la technologie, on a parlé d'Internet, on a parlé, il faut vivre avec son temps. Vous n'allez pas me croire, je n'ai pas de téléphone portable. Et tout le monde croit que je le cache. Je n'ai pas de téléphone. Et je vais dans l'Europe fréquemment ou le monde, sans téléphone portable. Et je vis bien. Je vis bien, j'ai une vie normale. Je suis... Et tout le monde est persuadé que je le cache. J'ai mon ordinateur, j'ai quand même fait un petit effort. Vous n'avez pas le choix, hein. À l'UEFA, la FIFA, il faut tout faire par ordinateur. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, donc j'ai été obligé de me mettre à l'ordinateur. Mais quand je rate un avion et tout, il dit « Mais comment on peut contacter votre... » Il n'a pas de téléphone portable. Personne ne veut le croire. Ce qui veut dire que tout en étant dans le progrès, on peut quand même garder le côté humain des choses. C'est ce qui me rend malade. C'est que maintenant, on ne parle que de technologie, on l'a vu ici. Plus on communique, moins on se comprend. C'est quand même fabuleux. Autrefois, les anciens n'avaient rien, un parchemin, il n'y avait pas de téléphone, pas de voiture, il n'y avait que dalle. Et ils nous ont laissé des œuvres remarquables, de littéraires, d'écrivains, d'architectes. Quand on va voir les cathédrales, les mosquées, pour pas qu'on dise encore que... Donc, quand c'est phénoménal, il n'est pas d'ordinateur, ils n'avaient rien. Et ils ont bâti. Et nous, on bâtit des trucs en verre dont on n'est pas sûr qu'ils vont tenir longtemps. Alors vous allez dire, ce vieux schnock, il est venu que pour nous parler du vieux temps, etc. Je voudrais qu'on garde le côté humain. Humain. C'est-à-dire que même avant vous, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents, ils avaient 2 jambes, ils avaient 2 bras et ils avaient une tête. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien. Et pourquoi on est tout le temps en train de parler? C'est sûr que la nouvelle technologie, c'est fabuleux. C'est fabuleux pour nous aider, pour les jeunes. Vous savez, maintenant, dans les salles d'examen, on nous parle, il faut brouiller parce qu'il y a le portable, ils peuvent tricher, etc. Mais dans notre temps, il n'y a pas de portable. Puis quand je vois l'amphithéâtre ici, ça me rappelle un souvenir dont je ne suis pas très fier, mais il y a prescription. À Lumière, il y avait des jeunes amphithéâtres. Et la prof de physique-chimie, je ne comprenais rien du tout sur les formules, elle avait l'excellente idée, pour la première interro écrite, de mettre tout le monde par ordre alphabétique. Donc tous les A, tous les B étaient là en bas, puis les V, comme moi, on était en haut. Qu'est-ce que c'était chouette pour ouvrir le bouquin. Et comme cette prof était toute sauf folle, après elle dit les meilleurs, il n'y a pas besoin que je les ai devant moi. Donc elle mettait tout le monde après par l'ordre de la première interrogation écrite des notes. Donc comme ceux qui étaient au fond avaient toujours 18 ou 20, j'ai passé toute mon année, tout au fond, avec d'excellentes notes. Il n'y avait pas besoin de téléphone portable pour communiquer. L'être humain a toujours eu les capacités de prendre des risques pour essayer d'arriver. Ben dites donc, je suis en train de tout foutre en l'air. L'enseignement qui est donné ici dans cette maison, de tout foutre en l'air, tout ce qu'on pense au niveau intellectuel, de tout ce qu'on doit attendre du côté positif de nos jeunes. Donc l'arbitrage, quel qu'il soit, je le répète, pas seulement le foot, mais moi je parle que ce que je connais le mieux, et pour cause. Ben, écoutez, il y a plus de 100 et quelques années, le football, et Jean-François, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui, parce que tu vas enfin voir la différence entre un ballon de foot et un ballon de rugby.
Mais bon, tu croyais toujours d'ailleurs que le foot, c'est une petite balle jaune, hein, je crois que tu me disais. Ouais. Bon, donc, pour revenir plus sérieux, au début, les Anglais, ils ont inventé le jeu, d'autres jeux, mais le football. Il y avait 11 joueurs de chaque côté, ils ont quand même été d'ailleurs très visionnaires. Quand on voit le succès du foot, hein, on pourrait causer maintenant sur le pognon, tout ce que c'est devenu, etc. Mais le football, il n'y a pas un gamin qui ne joue pas dans la rue avec une boule de papier qui tape dans un ballon. Même quand la maman attend le bébé, il tape déjà dans le ventre. Donc, le football a été inventé par les Anglais. Ils n'ont jamais parlé d'arbitre. Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y avait 11 types d'un côté, 11 types de l'autre. Et puis ils ont dit jouer. Sauf qu'on a oublié qu'une chose, c'est que l'être humain est incapable de s'autogérer et de s'autodiscipliner. Voilà le vrai problème. C'est que même à l'époque, en 1800 et quelques, ou encore maintenant au 3e millénaire, l'être humain est dans la capacité à se gérer lui-même sans règles. Et comment ça se passait? Ça se passait par le capitaine des Bleus qui disait coup franc. Bon, d'autres discutaient. Puis le capitaine des Rouges disait non, c'est pour moi. Et c'était la foire. Ça ne marchait pas. Parce que l'être humain n'est toujours incapable de s'auto-discipliner et de s'auto-gérer. Vous ajoutez la passion, car il ne peut pas y avoir de sport sans passion. Moi, quand on me dit oui, mais les gens ils gueulent et tout, mais c'est super qu'il y ait des gens qui gueulent au stade. À la maison, ils n'osent pas, c'est Bobonne qui leur crie dessus. Donc ils viennent, donc ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Moi, je dis ici, le jour où on va sacraliser l'arbitre qui va faire un signe de croix à chaque fois qu'il prend une décision, il n'y a plus de sport. Le seul drame, c'est quand la passion l'emporte sur la raison. C'est quand on vient frapper celui qui est chargé d'appliquer les règles, la justice. C'est ça qui n'est pas normal. Et on revient dans les caractéristiques que tu as données tout à l'heure, avec la révolte, la contestation, l'adrénaline, etc., puis le jeune qui veut montrer. Mais entre nous, ben, je vais encore faire plaisir aux jeunes ici présents. Tant pis pour les parents et grands-parents qui sont là. On a beaucoup de jeunes arbitres. D'ailleurs, c'est l'UNSS, il faut leur rendre hommage, fait beaucoup de compétitions avec des jeunes qui arbitrent les jeunes. Mais dans nos compétitions de foot, on a beaucoup de jeunes arbitres maintenant, et ça se termine souvent mal, parce que c'est les parents qui viennent leur mettre une paire de claques. Voilà le vrai problème. Parce que le jeune, au départ, il est heureux de jouer. Tu as parlé tout à l'heure que tout le monde a des idoles, il rêve d'être Zidane, il rêve d'être... Enfin, Zidane de mon époque, maintenant c'est Ronaldo, etc. Donc ils ont des idoles, mais ils n'ont pas la méchanceté au départ. Quand vous allez voir des matchs de gamins, ça joue bien. Mais qui c'est qui gueule autour du terrain? Les parents. Les parents. Parce que mon fils, c'est le meilleur. Les parents s'en prennent après l'éducateur. Tu ne le fais pas jouer parce que tu préfères faire jouer, tu le connais, on rentre dans le processus humain. Mais moi, je continue à me battre pour le côté humain, tout en bénéficiant, bien sûr, des nouvelles technologies. Et je donne souvent un exemple. Les radars. À midi, sur le périphérique, c'est limité à 50 à l'heure. Je me fais gauler à 70 à l'heure. Bon, ben je dis, je suis pris. J'avais qu'à faire attention, il y a beaucoup de monde, il y a des jeunes, il y a des écoles, il y a des personnes âgées ou moins âgées, c'est la règle. Je passe à 2 heures du matin. Il n'y a pas un chat, ou si, il n'y a peut-être qu'un chat. Je roule à 80. Et la machine, elle va me prendre pareil qu'à midi. Et je trouve ça profondément injuste. Parce qu'on a voulu tout faire sous la forme de technologie, mais on enlève toute appréciation humaine. Et ça me dérange. Ça me dérange du temps où vous aviez l'arbitre qui était le gendarme, qui vous arrêtait, puis qui vous disait « Allez, bon, là, vous étiez un petit peu vite, hein, mais n'y revenez plus. » Parce qu'il savait faire la part des choses. Maintenant, c'est une machine. Une machine qui, certains disent que c'est un cash, ça fait tomber du pognon. On a tout enlevé à l'homme. L'homme a l'intelligence de faire la machine, mais derrière, la machine,
elle pense pour l'homme. Et moi, ça me choque. Alors, je sais que, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir des questions, parce que l'heure tourne vite, mais je sais qu'on va me dire, Michel, la vidéo, ceci, cela, etc. Donc, au départ, il n'y avait pas d'arbitre. Je reviens, hein, je fais partie comme les vieux, je pars sur un truc, mais je reviens après. Pas d'arbitre. Et ils ont dit, parce qu'ils n'étaient pas plus cons que nous, ils ont dit, on va mettre un type sur le bord de ligne, qui va faire comme les assistants maintenant, mais qui fait toute la ligne. Ben, c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de l'action. Et ils ont dit, ouh là là, on va réinventer autre chose. Et on va faire, ce qui est le cas maintenant au tennis, on va mettre un arbitre au milieu, mais pas au milieu du terrain, au milieu, sur la ligne de touche, en plein milieu du terrain, mais sur la ligne de touche, comme l'arbitre pour dire faute et faute. Comme Saint-Louis rendait la justice, comme un gland sous son chêne. Mais bon, pour être honnête, moi j'aurais bien aimé, parce que je serais encore arbitre. Puis ils ont vu que ça n'allait pas, parce qu'il manquait la peur du gendarme. Il manquait la peur du gendarme. Du coup, ils ont dit, il faut qu'on amène sur le terrain ce type qui va prendre des décisions, qui va rendre la justice, mais qui va être lui-même